Ce projet de loi, il intervient dans un contexte déjà extrêmement particulier, puisque très marqué par le droit européen, mais j'y reviendrai. Donc, projet de loi qui a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État les 15 et 22 septembre dernier, avis du Conseil d'État qui déplorait une insuffisance notamment de l'étude d'impact qui a du coup été reprise. Entre-temps, il y a eu un premier examen par la commission du Sénat, une adoption en première lecture au Sénat le 4 novembre avec quand même un certain nombre de suppressions. Alors, pareil, on y reviendra, mais c'est un projet de loi qui est un peu, comment dire, entre le fer et l'enclume sur la question des pouvoirs locaux. Hein. Et donc, c'est un projet de loi qui essaye de faire l'équilibre entre, d'un côté, le pouvoir du maire notamment, hein, mais la prise en compte et une meilleure prise en compte finalement des populations locales, ce qui est aujourd'hui un très décrié. Enfin, je veux dire, les projets d'énergie renouvelable aujourd'hui font l'objet de très nombreux recours de la part des habitants, et donc c'est vrai qu'on observe une réelle fracture entre d'un côté le local et puis les ambitions nationales de développement des ENR. Donc l'idée, c'est de réconcilier un peu tout ça. Et donc, c'est un projet de loi qui sans cesse fait le pont entre renforcer du pouvoir local, du pouvoir de décision locale pour, entre guillemets, ne pas se faire imposer des projets ENR, et puis de l'autre côté quand même, essayer d'aller vers cette autonomie énergétique dont on manque cruellement et dont les impacts vont se faire sentir dès le mois de janvier, hein, puisque vous avez vu comme moi les annonces gouvernementales qui quand même pointent une insuffisance du réseau à horizon extrêmement proche. Donc l'idée, c'est de faire l'équilibre et de chercher une adéquation entre ces deux problématiques. Et donc, on va le voir ensemble, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est vrai que c'est une loi qui va un peu, en tout cas du point de vue des praticiens, quand même régler un certain nombre de problématiques que l'on a qui sont très bloquantes aujourd'hui pour le développement des énergies renouvelables. Et donc, il y a quand même un certain nombre de propositions qu'on doit saluer. Contexte européen particulier, pourquoi? Parce que c'est une loi, donc, comme vous l'entendez, hein, qui est pour l'accélération du développement et donc l'accélération des procédures. Et en fait, elle fait suite à une communication de la Commission européenne. Donc, une communication de la Commission européenne, ça n'a pas de valeur réglementaire en soi. Hein. Cette communication, elle est venue dire plusieurs choses. Elle est venue dire qu'il fallait impérativement réduire les délais comment dire, de jugement et donc la gestion, finalement, une meilleure gestion de l'issue contentieuse des projets. Et puis, surtout, parce que, en fait, aujourd'hui, le développement des ENR se heurte à une autre législation européenne qui est celle sur les espèces protégées, la défense des espèces protégées, puisque, pour le dire en deux mots et le résumer extrêmement rapidement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en œuvre un projet qui porte atteinte à des espèces protégées. Et donc, forcément, les projets, notamment, on pense intuitivement aux projets éoliens, mais les projets photovoltaïques ne sont pas en reste. Ce sont des projets qui, potentiellement, puisqu'ils interviennent dans des zones de grande nature, en fait, hein, vont porter atteinte à des espèces protégées. Et donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de dossiers qui ne peuvent pas sortir parce que cette prohibition, finalement, de porter atteinte aux espèces protégées vient se heurter de plein fouet avec la mise en œuvre de ces projets. Et donc, dans la législation sur les espèces protégées, vous avez quand même la possibilité, de manière dérogatoire, de pouvoir avoir un impact sur les espèces protégées, mais quand même dans une dimension où on va mettre en œuvre un certain nombre de compensations. Hein, mais vous avez cette possibilité si vous obtenez ce qu'on appelle une dérogation espèce protégée. Et cette dérogation espèce protégée, elle ne peut être obtenue que si on démontre que le projet relève de ce que l'on appelle
une raison impérative d'intérêt public majeur. Et cette raison impérative d'intérêt public majeur, elle n'est pas systématiquement reconnue pour les projets ENR. Et donc, l'idée de cette communication de la Commission, ça a été de dire, bon, il va falloir que dans les législations nationales, on puisse reconnaître de manière systématique que les projets d'ENR font partie d'un projet pour aller vers une indépendance énergétique de l'Union européenne. Et donc, de ce fait-là, il faut impérativement que l'on puisse reconnaître cette raison impérative d'intérêt public majeur pour pouvoir obtenir ces dérogations espèces protégées, pour pouvoir finalement avoir l'ensemble des autorisations nécessaires qui vont permettre d'autoriser les installations, ce qui nous fait défaut aujourd'hui sur un certain nombre de projets qui sont en cours de contentieux notamment. Et donc, communication de la Commission européenne qui doit être répercutée dans les législations nationales, mais qui, comme je l'ai dit, n'a pas de portée impérative et donc finalement ne relève que de la recommandation, et donc qui quand même a été prise à bras-le-corps par le gouvernement dans un contexte effectivement qui aide pour pouvoir être intégrée dans les législations nationales. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, parce que il ne vous a sûrement pas échappé dans l'actualité que ce projet de loi, il est quand même très décrié d'un point de vue politique, puisque vous avez un certain nombre de formations politiques qui viennent quand même contester de manière systématique, par exemple, l'implantation d'éoliens terrestres. Et donc, l'Union européenne, en parallèle de cette communication, travaille sur un projet de règlement. Donc, le règlement européen, il est applicable directement dans la législation nationale, donc il n'y aurait même pas besoin finalement d'aller vers une loi pour pouvoir justement intégrer la construction d'exploitation d'installations de production renouvelable comme présentant un intérêt public majeur. Donc, du coup, c'est vrai qu'en parallèle de l'adoption de la loi, l'Union européenne, pour justement dépasser les difficultés parlementaires que peuvent avoir les pays à faire adopter directement cette exception, est en train de travailler sur l'adoption d'un règlement européen. Donc, l'idée de ce projet de loi, c'est quand même d'essayer de faire en sorte de débloquer 10 gigawatts de production d'électricité. Il s'entend dans un triptyque de loi. Avec, donc il y a ce projet de loi-là pour l'accélération du développement des ENR. En parallèle, vous avez un autre projet de loi pour faciliter la construction de 6 réacteurs nucléaires, équilibre avec la production nucléaire. Et en parallèle de ça, une nouvelle loi de programmation pour l'énergie et le climat qui est attendue au second semestre 2023. Donc, l'objectif du projet de loi, et ça je vous l'ai dit, c'est concilier l'amélioration de l'acceptabilité locale des projets avec l'accélération du déploiement des énergies renouvelables au niveau national. Ce projet de loi il se structure autour de 4 axes fondamentaux. Donc, accélérer les procédures d'autorisation des projets ENR. Et donc, on va voir comment vont se décliner les diverses mesures qui permettent cela. 2, libérer le foncier nécessaire et du foncier adapté, on pense notamment aux friches, pour pouvoir développer ces projets d'ENR avec un certain nombre de dérogations, et notamment des dérogations loi littorale, loi montagne, on y reviendra. Accélérer le déploiement de l'éolien en mer avec notamment une facilitation et une simplification du régime législatif qui est attenant à ces projets éoliens, et puis améliorer le financement et l'attractivité des projets d'énergie renouvelable avec des petites dérogations sur ce qu'on appelle l'autoconsommation, et puis donc faciliter l'autoconsommation, qui est un autre mode finalement de développement des projets ENR, et puis faciliter aussi ce qu'on appelle le développement des PPA, qui sont en fait des projets où on va approvisionner directement des installations vers les consommateurs. Je simplifie à l'extrême, mais avec une simplification qui est quand même très attendue pour les acheteurs publics.
parce que c'est vrai que les collectivités territoriales, comme tous gros acheteurs d'ailleurs, hein, ont très envie d'avoir un accès direct finalement entre les installations de production qu'elles déploient d'un côté et puis leur consommation de l'autre en fait, hein, et que cette attractivité sur les tarifs puisse se répercuter directement sur elles, consommateurs. Du projet de loi qui donc s'articule autour de 5 titres. Je vais y revenir, je vais les décliner. Hein. Alors, avec donc un premier titre sur la planification territoriale et donc cette simplification de la planification territoriale. On y reviendra. Ensuite, des mesures intendant à accélérer le développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque, avec un petit jeu de dispositions spécifiques sur l'agrivoltaïsme, notamment hein, pour essayer de faire coïncider les contraintes de l'agriculture, j'entends les contraintes réglementaires, hein, de l'agriculture et de la production ENR. Un titre spécifique pour l'offshore, hein, ce qu'on appelle donc le renouvelable en mer. Et puis, après, quelques mesures fourre-tout pour d'autres catégories d'énergie renouvelable. Alors, il y a des dispositions spécifiques sur le gaz bas carbone, par exemple, et puis des mesures un peu transverses aussi sur le financement, et ça, j'en parlais juste avant. Donc, du coup, renforcer la planification territoriale. Donc, toujours dans cette recherche d'un équilibre entre finalement l'acceptabilité paysagère, territoriale, politique des projets renouvelables, et puis de l'autre côté, la facilitation de l'implantation des ENR. Donc, la mise en œuvre d'un plan territorial de paysage, avec quand même une idée de sauvegarder le paysage, une idée aussi finalement d'éviter les effets de saturation visuelle hein, que l'on connaît dans certains territoires, je pense notamment à la Picardie et aux Ardennes. Et donc, du coup, d'un côté, essayer donc, de mettre en place ce plan territoire de paysage qui va, à moyen et long terme, essayer de maintenir une qualité paysagère et de faire en sorte qu'on obtienne un consensus aussi sur les éléments de paysage qui doivent impérativement être préservés. Donc ça, c'est un plan qui va être élaboré au niveau normalement plutôt des EPCI, hein, avec du coup hein, une concertation publique autour de cette procédure d'élaboration de ce plan paysager, et puis une analyse tous les 6 ans des résultats du déploiement de ce plan. Hein. Donc on est sur un régime un peu équivalent, on va dire, au SCOT. Et donc, dans l'autorisation d'exploiter de l'implantation notamment des éoliennes, on va devoir prendre en compte les éléments de ce plan. Ça va effectivement déterminer le nombre d'éoliennes hein, qu'on va pouvoir mettre. Et puis, ça va aussi mettre en avant la nécessité de diversifier les sources de production renouvelable, hein, justement pour essayer de limiter les aspects de saturation visuelle dans le paysage qui, encore une fois, il faut le reconnaître, sont très forts dans certaines parties du territoire français. Dans les 2 ans qui viennent, la mise en œuvre d'un plan de valorisation du foncier pour notamment les personnes publiques et les grandes entreprises. Hein. L'idée, c'est personnes publiques, entreprises publiques et sociétés qui ont un effectif salarié supérieur à 250 personnes. Et donc, l'idée, c'est d'identifier en fait hein, des zones dans lesquelles, des zones de foncier qui sont propriétés de ces entités-là et sur lesquelles on pourrait de manière prioritaire développer des installations ENR. Ces dispositions, elles permettent aussi de déployer des mesures qui sont des mesures temporaires, hein, qui sont pensées comme étant des mesures sur une durée de 48 mois, pour pouvoir faciliter sur ces zonages hein, qui auront été identifiés le déploiement de projets ENR. Et donc, cette facilitation, elle passe par plusieurs mesures concrètes, à savoir, identifier
un référent à l'instruction des projets ENR et notamment donc un référent d'instruction à l'instruction qui serait auprès du préfet, ce qui permettrait normalement d'accélérer le traitement des demandes d'autorisation. Et puis ensuite, faciliter la procédure d'organisation de l'enquête publique avec notamment une systématisation d'un dispositif qui est déjà en place sur un certain nombre de procédures, à savoir la possibilité de mettre en œuvre une participation du public par voie électronique sur des projets et notamment sur les projets qui sont soumis au cas par cas, donc notamment des projets photovoltaïques, encore une fois pour faciliter et simplifier les procédures qui sont nécessaires à l'obtention des autorisations sur les installations ENR. Il y a aussi d'autres dispositions transitoires, à savoir la mise en œuvre d'une procédure de modification simplifiée pour tout ce qui va être modification simplifiée, j'entends, du PLU. Donc, c'est-à-dire que quand un projet ne répond pas aux prescriptions du PLU, il y a une nécessité de modifier le PLU, et pour pouvoir modifier ce PLU, en tout état de cause, il faut mettre en œuvre une procédure spécifique. Normalement, quand vous changez le PADD ou quand vous changez, quand vous modifiez les règles applicables aux zones agricoles, alors à ce moment-là, on bascule dans une procédure de modification qui n'est pas une procédure de modification simplifiée. Et donc là, cette procédure permet effectivement d'aller directement sur une procédure de modification simplifiée, ce qui est beaucoup plus intéressant, en termes de concertation du public, et deux, en termes de temps de traitement spécifique des procédures. Donc ça, c'est un point vraiment important qui va permettre effectivement comme mesure temporaire d'aller plus vite sur un certain nombre de projets et notamment des projets photovoltaïques. Alors ensuite aussi, dans les mesures temporaires, on a un dispositif qui est un dispositif très intéressant, à savoir la possibilité pour les exploitants de souscrire un fonds de garantie dans l'hypothèse où leur autorisation serait annulée. Et donc ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui sont stoppés parce qu'ils sont sous recours. Alors, il y a des projets aujourd'hui qui peuvent être développés avec des dispositifs de ce qu'on appelle des assurances recours. Néanmoins, ça a un vrai coût d'ailleurs majeur pour les développeurs. Et donc, c'est vrai que le déploiement d'un fonds de garantie pour couvrir ce risque de manière spécifique va faire baisser un peu la pression sur les développeurs et puis va permettre le déploiement d'un certain nombre de projets sur lesquels on estime qu'effectivement, il y a un recours, mais le risque contentieux reste encadré, limité. Autre dispositif temporaire, mesure temporaire, vous avez la question de l'avis de l'ABF, parce que notamment sur le photovoltaïque en toiture, il arrive que l'ABF soit un élément bloquant pour l'installation de ce photovoltaïque en toiture. Donc, du coup, les avis de l'ABF aux abords des monuments historiques pour les installations de production de chaleur ou d'électricité photovoltaïque, donc dans ces deux cas-là, on va basculer non plus sur un avis conforme de l'ABF, mais un avis simple, c'est-à-dire que le maire n'aura plus l'obligation de suivre cet avis et pourra donc autoriser, malgré un avis négatif de l'ABF, la pose de ces installations photovoltaïques. Et puis, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, on bascule sur un simple avis de l'ABF et non plus sur une autorisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là aussi, allègement de la procédure pour faire en sorte que un certain nombre de projets qui sont bloqués par ces autorités ne le soient plus demain. Voilà. Autre volet de simplification sur les mesures temporaires extrêmement important, qui concerne essentiellement Enedis, mais qui évidemment a un impact sur l'ensemble de la filière. Ça va être l'allègement et l'aménagement des procédures sur les ouvrages du réseau de transport d'électricité, donc j'entends Enedis et RTE, et donc du coup, aménagement des
procédures de concertation préalable, possibilité d'obtenir une dispense de l'évaluation environnementale pour la construction des installations de réseau qui aujourd'hui, effectivement, pèsent très lourdement sur le déploiement, puisque avant de déployer l'installation photovoltaïque, éolienne, d'énergie renouvelable, il faut pouvoir raccorder. Et puis également une obtention facilitée de ce qu'on appelle la dérogation espèces protégées avant la définition des mesures compensatoires. Et puis un certain nombre de dérogations donc sur les sites remarquables pour essayer de faciliter l'implantation des postes réseau sous réserve de démontrer qu'il faut effectivement que le poste soit à cet endroit-là et pas un autre, mais en tout état de cause, encore une fois, pour essayer de faciliter le déploiement et le développement de ces installations. Donc voilà, et donc l'idée aussi de simplifier et de rationaliser les dispositifs qui existent déjà, à savoir qu'aujourd'hui, les projets ENR entrent dans une file d'attente qui sont organisés par un schéma régional que l'on appelle le S3R ENR. Et donc, l'idée étant de rationaliser un peu cette file d'attente et de faire en sorte que l'on puisse intervenir, notamment si le délai de raccordement de ces installations est fixé comme étant supérieur à 5 ans, puisque, encore une fois, c'est un frein majeur au développement des ENR. Sur la gestion du foncier, l'idée, c'est aussi de pouvoir alléger un certain nombre de contraintes, notamment sur les abords aux autoroutes, les abords aux voies ferrées, et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse finalement implanter du PV, donc du photovoltaïque, plus proche des autoroutes et plus proche des voies ferrées, et puis des possibilités, donc, comme je le disais, de déroger à la fois à la loi littorale et à la loi montagne, notamment sur les enjeux soit de proximité du littoral, soit de la règle que l'on appelle de la continuité avec l'existant, de l'urbanisation en continu avec l'existant, et de pouvoir installer des ENR pas collés du coup avec les zones urbanisées, ce qui est une obligation qui est posée aujourd'hui, notamment par la loi montagne. Faciliter l'implantation, il y a un certain nombre de dérogations sur des règles d'intégration, d'emprise au sol, et puis des règles de superficie sur les parcs de stationnement, et donc pour faciliter l'installation des installations en ombrière. Un certain nombre aussi d'aménagements pour essayer de faciliter des installations dans des zones qui sont identifiées comme étant des zones à risque, de ce qu'on appelle le plan de prévention des risques naturels. L'ajout aussi d'une section spécifique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation spécifique sur l'agrivoltaïsme, et donc essayer de faire en sorte que le développement d'installations photovoltaïques puisse être reconnu comme relevant d'installations agricoles, et donc pouvoir être autorisé à ce titre en termes de droit de l'urbanisme, comme finalement étant un complément du développement des installations agricoles. Donc ça, c'était très attendu parce qu'on se heurte à cette limite pour le développement des projets en agrivoltaïsme. Un certain nombre donc, de dispositions et de facilitation, et notamment de mutualisation des procédures pour l'éolien offshore, parce que la difficulté, c'est effectivement d'avoir de multiples procédures qui s'additionnent, qui peuvent faire l'objet de recours et qui, du coup, ont énormément retardé le développement des parcs dits offshore, donc en mer. Des dispositifs aussi qui permettent d'alléger un peu la charge sur les personnes publiques du développement des ENR, à savoir la prise en charge par les exploitants des dispositifs d'équipements destinés à compenser la gêne de l'implantation, notamment pour les installations militaires et civiles. Donc tout ça va désormais pouvoir être financé directement par les exploitants et non plus par le ministère des Armées et par l'aviation civile. Voilà. Alors ensuite, il y a des dispositifs aussi pour essayer de prolonger les ouvrages hydroélectriques et de faciliter ces conditions de prolongation. Et puis,
un dispositif aussi pour faciliter de manière ponctuelle les augmentations de puissance sur les concessions hydroélectriques pour pouvoir, dans des cas comme dans lesquels on est aujourd'hui, par exemple, essayer de compenser un manque par ailleurs de production sur les autres sources d'énergie et notamment sur les autres sources d'énergie renouvelables. Sur du coup les mesures de financement des ENR, ce qu'il faut retenir, c'est la création d'un cadre juridique spécifique pour ce que je vous ai annoncé en début d'intervention, à savoir pour les PPA, donc les PPA étant un mode de contractualisation particulier qui permet à un producteur d'ENR de pouvoir finalement vendre en direct son énergie à un consommateur, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, en dehors de tout cadre réglementaire spécifique dans le Code de l'énergie. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de construire un cadre réglementaire pour que l'on puisse développer le recours à ces contrats qui sont aujourd'hui très regardés et très recherchés par les collectivités territoriales notamment, mais pas seulement, par les grands groupes également, pour pouvoir effectivement gagner en autonomie énergétique et pour pouvoir maîtriser le prix de l'énergie, puisque effectivement, quand vous allez passer en direct entre un producteur et un consommateur, eh bien, vous êtes beaucoup moins soumis aux variations et aux fluctuations du coût de l'énergie. Donc, c'est ce qui est très regardé aujourd'hui et la raison pour laquelle on développe de plus en plus ce type d'installation. L'idée également, c'est que sur des installations sur le renouvelable, sur le biogaz, sur le gaz renouvelable, sur le gaz bas carbone, l'idée, c'est de renforcer aussi le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont permettre le renforcement de ce contrôle. Et puis, toujours pour essayer d'aller vers plus d'acceptabilité sociale de ces projets, ce qui nous fait énormément défaut aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de partager de la valeur et de faire en sorte que sur le développement des projets ENR, il y ait une possibilité de prise de participation des habitants locaux et donc du coup finalement un partage de richesses avec les habitants qui habitent du coup proche de ces installations et puis également une obligation de financement sur les projets de protection et de sauvegarde de la biodiversité, toujours dans l'idée constante de faire en sorte que le développement de ces projets ENR ne se fasse pas au détriment de la sauvegarde de la biodiversité, qui est évidemment un enjeu majeur de ces prochaines années. Voilà, je souligne le fait que l'adoption de ce projet de loi reste souhaitée par la filière, mais fait l'objet de vifs débats à l'Assemblée nationale et a fait l'objet de très vifs débats au Sénat, que compte tenu des équilibres politiques actuels au sein notamment de l'Assemblée nationale, l'adoption de ce texte reste incertaine et que donc on ne sait pas dans quels termes sera adopté ce texte, si ce texte sera adopté et donc cette lecture est également à croiser avec le projet de règlement européen qui pourra venir du coup pallier à un certain nombre de difficultés existantes aujourd'hui pour le développement des ENR. Je vous remercie.